Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de la mini-série aux sources de l'ordinateur. Alors vu que mes montages vont en se complexifiant, je tiens à repréciser que je ne suis ni un pro ni un prof. Cette mini-série n'aura pas prétention à être des cours d'électronique, elle se veut simplement être le témoin de mes découvertes et apprentissages dans cette remontée aux sources de l'ordinateur. Je rappelle que mon challenge, il est de refaire les briques élémentaires des premiers ordinateurs sans utiliser de circuits intégrés, mais uniquement des composants de base, comme ils avaient dû le faire il y a 80 ans, eux avec des tubes à vide, et nous ici avec des transistors pour des raisons pratiques. Gardez bien l'esprit tout au long de cette série que je ne vais jamais chercher la perfection technique moderne, mais plutôt chercher à comprendre comment il y a 80 ans, avec des composants basiques, ils ont réussi à poser les bases de ce qui deviendra plus tard l'intelligence artificielle. Mes montages sont là pour illustrer et aider à comprendre des concepts et non à être utilisés tels quels. Alors je suis conscient que certains de mes montages ne seront pas parfaits, mais dans la mesure où ils illustreront très bien la fonction évoquée, je m'en contenterai. Je peux dire en résumé, ma passion, mon moteur, c'est une question fascinante. Comment, à partir de bouts de ferraille, ils ont pu créer des calculateurs, faire naître des robots et donner vie à ce qu'on appelle maintenant l'IA. C'est dingue! Ah, dingue! Ah bah ouais, c'est dingue! Allez hop, on est parti. Après avoir vu la bascule RS, on va voir la bascule D, qui constitue la vraie cellule de base d'une mémoire. Elle est plus élaborée que la bascule RS, parce que là, on va introduire une nouvelle notion. Qu'est-ce que j'entends? Mais horloge? Oui, il est 8 heures. L'horloge. Il y a plusieurs sortes de bascules D. Ici, on va voir la bascule D transparente, qu'on appelle aussi verrou ou latch en anglais. Voici le symbole d'une bascule D transparente. Elle comporte deux entrées, D pour data, H ou CLK pour horloge, clock, ou même parfois on verra enable. On parle de bascule synchrone. Et elle a deux sorties, Q et Q bar étant toujours l'état inverse de Q. Voilà ma bascule D faite à partir de transistors. On voit qu'il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 5 transistors NPN et 1 PNP. On verra son schéma après. Comme dans les autres montages, j'ai mis des LED, mais ces LED, je le rappelle, ne sont pas obligatoires. Elles servent juste à matérialiser visuellement les états des entrées et des sorties. Allumer, 1 logique, état haut. Éteint, 0 logique, état bas. Alors par contre, ici, les deux boutons, ce ne sont pas comme avant des boutons poussoirs monostables qui reviennent tout seuls. Ce sont des boutons verrouillables, donc des bistables, qui gardent leur position une fois qu'on a fait une action dessus. Une première impulsion, je ferme le circuit reste fermé. Une seconde impulsion, je rouvre le circuit reste ouvert. Le principe de fonctionnement d'une bascule D transparente, c'est tant que l'horloge, l'état de l'horloge sera matérialisé ici par la LED verte, tant que l'horloge est à l'état haut, à 1, donc là je vais la mettre à l'état 1, à l'état haut, les entrées data sont systématiquement et instantanément reproduites sur la sortie Q. Donc là j'ai un 0, en sortie j'ai un 0. Si je mets data à 1, on voit que la sortie Q passe instantanément à 1. Si je remets data à 0, la sortie Q repasse instantanément à 0. Quand Q est à 0, Q bar est à 1. Et quand Q est à 1, Q bar est à 0. Donc quand l'horloge clock est à 1, Q suit systématiquement data. Par contre, si je mets l'horloge à 0, les sorties vont rester figées dans leur état, donc Q va rester à 1, quelles que soient les actions que je fais sur le data. Data 1, data 0, data 1, data 0. Les sorties ne changent pas, elles sont figées dans leur dernier état. Ce type de bascule D s'appelle transparente parce qu'on voit bien que si l'horloge est à 1, Q sera tout le temps égal à data. Précision importante, ici l'horloge, elle va fonctionner avec des niveaux logiques et pas avec des fronts. Parce qu'on verra plus tard qu'il existe des montages qui fonctionnent avec des fronts d'horloge. Ici, ce n'est pas des fronts, c'est simplement des niveaux logiques. Quand l'horloge reste au niveau logique 0, le data est inopérant. Et quand je mets l'horloge au niveau logique 1, le data est opérant. On voit que ce montage constitue une mémoire,
parce que si par exemple je veux mettre 1 en mémoire, eh bien je sélectionne le 1 sur le data, je mets l'horloge à 1 et instantanément la sortie Q passe à 1. Après je remets l'horloge à 0, je remets le data à 0 et on voit que le 1 est bien mémorisé au niveau de la sortie Q. Donc on a bien une mémoire à 1 bit. Et comme pour la bascule RS, vous allez voir que c'est une mémoire volatile parce que si on coupe l'alimentation, on perd la fonction de mémorisation. Alors regardez, je mets l'horloge à 1, je passe le data à 1, la sortie Q est passée à 1, ok, normal. Je remets l'horloge à 0, la sortie Q reste à 1, normal. Je remets le data à 0, la sortie Q reste toujours à 1, normal. Maintenant je coupe l'alimentation, je la remets, et bien voilà, on a perdu la mémorisation, Q est repassé à 0. Pour que l'information reste en mémoire, ce type de montage nécessite qu'il reste en permanence sous tension. C'est pour ça qu'on parle de mémoire volatile. Vous voyez maintenant le schéma de ma bascule. Alors je répète, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que moi j'ai fait. Il y a certainement d'autres façons de faire une bascule des latches, mais moi c'est la façon que j'ai utilisée. Ceux qui auront vu l'épisode précédent remarqueront peut-être que toute la partie haute du schéma est la même. C'était le schéma de ma bascule RS. Donc toute cette partie-là n'a pas changé, c'est la même. C'est que cette partie-là qui va faire que de ma bascule RS, je la transforme en bascule D transparente. On a 6 transistors que j'ai nommés Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Donc il y a 5 NPN et 1 PNP. Le PNP, c'est Q4, il est ici. J'utilise des LED pour matérialiser les états des entrées et des sorties. Ici, la LED qui matérialise la sortie Q. Ici, la LED qui matérialise la sortie Q bar. Ici, la LED qui matérialise l'état de l'horloge. Et ici, la LED qui matérialise l'état du data. Alors attention, ici, il y a une diode. Cette diode est nécessaire pour éviter un retour de courant qui remonterait comme ça. On a constaté ça avec Valérie Marzelin. Si on ne met pas cette diode, la bascule D ne va pas marcher correctement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un moment où la base va se retrouver à une polarité plus haute que le collecteur, et le courant, il remonterait comme ça, il viendrait réalimenter légèrement la base ici, et du coup, ça faussait le fonctionnement de la bascule. Si la tension de la base est supérieure à la tension du collecteur dans un transistor NPN, eh bien le courant, il va remonter comme ça à travers le transistor. Grâce à ce montage, on a appris ça. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Que les transistors Q3 et Q4 qui sont reliés ensemble ici sont pilotés par l'inter du data, et les transistors Q5 et Q6 qui sont reliés ensemble ici sont pilotés, eux, par l'inter du clock, de l'horloge. Quand je vais mettre l'horloge au niveau haut, que je vais fermer le circuit ici, donc que je vais connecter ce point-là au plus 5 volts, ça va allumer cette LED et rendre ces deux transistors, Q5 et Q6, passants. Par contre, quand l'horloge sera à 0, que le circuit ici sera ouvert, la LED de l'horloge sera éteinte et les transistors Q5 et Q6 seront tous les deux bloquants. Et par contre, quand je viendrai mettre le data à 1, Q3 lui sera passant parce qu'il aura du 5 volts sur sa base, mais Q4 lui sera bloquant parce que lui c'est un PNP. On pourrait dire qu'il fonctionne à l'inverse du NPN. Et donc comme je vais mettre sur sa base du positif, il sera bloquant. Et inversement, quand je mettrai le data à 0, Q3 sera bloquant et Q4 sera passant. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que ici on a un couple, ici un couple, parce que là on a deux transistors en série, ici deux transistors en série. Et bien quand le couple Q3, Q5 sera passant, et bien Q1 deviendra bloquant parce que sa base sera tirée vers la masse à travers ces deux transistors. Et de la même manière, quand le couple de transistors Q4 et Q6 sera passant, Q2 sera également bloquant parce que sa base sera tirée vers la masse à travers ces deux transistors. Alors à ce stade, je ne vais pas vous décrire les chemins de courant dans tous les cas qu'on pourra rencontrer. Je vais juste vous en montrer un en détail. C'est si je mets data à 1 et clock à 1. Voilà, j'ai mis deux post-it pour matérialiser le fait que les deux circuits sont fermés. Quel va être le premier effet? Déjà, la LED du data va s'allumer. Et la LED de l'horloge va également s'allumer. Comme on vient de le voir avant, Q3 et Q5
vont être passants parce que tous les deux alimentés par leur base. Devenant passant, ce transistor va devenir bloquant. Ce transistor Q1 devenant bloquant, Vout va passer à l'état haut, parce qu'il ne sera plus relié à la masse, il va être relié aux 5 volts à travers cette résistance de 1K. Donc ici on aura un état haut. Cet état haut sera à peu près de 2,5 volts, compte tenu qu'on a une LED ici qui va aussi s'allumer, celle qui matérialise la sortie Q à 1. Il n'y aurait pas cette LED, on aurait 4 volts et demi, mais comme j'ai mis cette LED pour rendre l'ensemble plus visible, ça vient baisser la tension de l'état haut, mais c'est pas bien grave. Donc notre sortie Q passe à 1, et comme ici on a un état haut, cet état haut vient se retrouver sur la base de Q2, mais par contre si on regarde Q4 et Q6, Q6 va être passant parce que sa base est alimentée au plus 5 volts ici, mais par contre Q4 va être bloquant parce que sur sa base il y a du positif, parce que ici on a fermé le circuit. Donc lui va être passant, mais lui va être bloquant. Donc le couple Q4-Q6 va être bloquant. Parce que quand on a deux éléments en série, il suffit qu'un des deux soit bloquant, l'ensemble est bloquant. Ce qui fait que l'état haut de tension qui venait d'ici jusqu'à là, eh bien il va vraiment rester, il ne va pas être annulé par ces transistors qui vont tirer vers la masse. Donc ici on aura bien une tension positive, ce qui fait que Q2 va bien être passant, parce qu'il sera alimenté par sa base. Devenant passant, il va tirer ce point-là vers la masse à travers lui, ce qui fait qu'ici on aura un état bas, et donc la LED Q bar sera éteinte. Et vous voyez, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Horloge à 1, data à 1, sortie Q à 1 et Q bar à 0. Et vu que dans l'épisode 7, on avait vu comment faire une horloge, et bien là je vais coupler le montage horloge avec l'entrée clock de ma bascule D. Donc là je ne me sers plus du bouton poussoir bistable au niveau de l'horloge, puisque cette fois le signal va provenir de la sortie Vout de mon horloge. Pour des raisons de compatibilité de signal, j'ai juste court-circuité cette LED, mais c'est bien ici que je viens prendre la sortie Vout de l'horloge pour la rentrer au niveau de la cloque. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'horloge va avoir des états successifs de état haut et de état bas, sans qu'on fasse rien. Et on va bien voir que quand l'horloge est à 1, le data sera actif sur la sortie. Vous allez voir, là elle est à 0, j'attends qu'elle passe à 1. Et voilà, et vous voyez, quand j'appuie sur le data quand elle est à 1, le data est opérant. Par contre, quand l'horloge est à 0, le data est inopérant sur les sorties. Et puis on peut remarquer aussi que je vais passer le data à 1, et on va voir qu'il sera pris en compte quand l'horloge passera à l'état haut. Je passe le data à 1, et vous allez voir, hop, ça y est, il est pris en compte. Je passe le data à 0, hop, il est pris en compte quand l'horloge est à 1. Donc tant que l'horloge est à 1, le data est opérant sur les sorties instantanément, comme on le voit là. Quand l'horloge est à 0, le data est inopérant. Et on voit également qu'un changement d'état est pris en compte sur un prochain état d'horloge haut. Pas pris en compte, pris en compte, pas pris en compte, pris en compte. Et maintenant, on va faire encore mieux. On ne va plus envoyer le data manuellement en appuyant, en manipulant ce bouton poussoir, mais on va le faire provenir d'un troisième montage, de façon à ce que le data soit envoyé automatiquement. Maintenant, j'ai couplé la bascule D avec d'un côté, ici, l'horloge que j'envoie sur la broche clock, et puis ici, un NE555 que j'envoie sur la broche data. Et qu'est-ce qu'on voit? Quand l'horloge est à 1, la LED verte est allumée, et du coup, la sortie Q suit exactement le data, c'est le cas maintenant, et quand l'horloge est à 0, la LED verte éteinte, les sorties restent figées. Les sorties Q et Q bar. Donc là maintenant, horloge à 1, on voit que sortie Q clignote au même rythme que data. Horloge à 0, la sortie Q ne bouge plus.
Dans le prochain épisode, toujours avec des transistors, on verra comment se faire une bascule des flip-flop, mais cette fois à front montant. Là j'envoie un front, hop, il est pris en compte et la sortie reste verrouillée. Je mets le data à 0, la sortie reste à 1. Par contre, pour faire passer la sortie à 0, j'envoie un front montant et la sortie a basculé. Data à 1, prise en compte du data à 1 sur front montant. Hop. On verra tout ça dans le prochain épisode. Allez, à bientôt pour la suite. Bye bye.